Et si la plus grande menace pour l'Europe venait de ses propres rangs, et non de l'extérieur? Cette pensée, inconfortable mais incontournable, s'impose alors que le continent traverse la plus profonde crise de son histoire contemporaine. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais l'Union européenne n'a été aussi proche de la rupture. Pourtant, l'histoire nous enseigne que les empires ne tombent pas d'un coup d'épée extérieur, mais bien souvent, rongés de l'intérieur par la division, la méfiance et la peur. Prenons l'exemple de l'Empire romain, autrefois invincible. Ce n'est pas la force brute des barbares qui l'a anéanti du jour au lendemain, mais la lente érosion de sa cohésion, la corruption des élites et l'incapacité à répondre aux besoins de ses provinces. Aujourd'hui, l'Europe, héritière de tant de civilisations, semble suivre un chemin similaire. Un aveu retentissant, venu d'Angela Merkel, a récemment fait trembler les fondations du pouvoir. Selon l'ancienne chancelière, la guerre sur le continent aurait pu être évitée. Elle affirme qu'une seule discussion honnête, franche, aurait suffi à préserver la paix. Mais ce dernier espoir a été perdu. Non pas à cause d'un agresseur extérieur, mais suite à une décision froide, mûrement réfléchie, prise par certains États membres. Quels étaient ces États? La Pologne et les pays baltes, autrement dit la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, ont délibérément choisi de saboter une opportunité historique d'accord. Et pourquoi? Leur motivation n'était ni la défense de grands principes, ni une inquiétude immédiate pour leur sécurité. Leur priorité était, avant tout, de préserver leur influence à Bruxelles, quitte à sacrifier la paix sur l'autel de leur pouvoir. Cette révélation vient fissurer l'image d'une Europe soudée face à l'adversité. Pour illustrer ce mécanisme, rappelons-nous la crise des années 70, lorsque la France de Charles de Gaulle avait imposé la politique de la chaise vide pour défendre ses intérêts nationaux face à la Commission européenne. À l'époque déjà, chaque État cherchait à renforcer sa position, quitte à freiner la marche commune. La différence est qu'aujourd'hui, les enjeux touchent à la sécurité même du continent. À Bruxelles, Berlin et Paris, la tension monte. Derrière les portes closes, la panique s'installe. De plus en plus de citoyens, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, se détournent des institutions européennes. Les mouvements eurosceptiques, parfois ouvertement hostiles à Bruxelles, gagnent du terrain. Les peuples doutent de leurs dirigeants, réclament que la souveraineté nationale prime sur les compromis européens et s'interrogent sur la légitimité de décisions prises loin de leurs préoccupations quotidiennes. Ce climat rappelle celui de la crise grecque, où l'austérité imposée par la Troïka a semé la colère et la défiance dans toute l'Europe du Sud. Aujourd'hui, la fracture nord-sud s'élargit encore, s'ajoutant à une nouvelle fracture est-ouest. La Grèce, à l'époque, avait été mise au ban, sacrifiée sur l'autel de la rigueur. Désormais, ce sont les petits États de l'Est qui dictent la cadence, inversant l'équilibre des pouvoirs. L'Europe vacille au bord de l'effondrement politique et économique. Unité, paix, stabilité. Autant de biens précieux, acquis au prix de décennies d'efforts, qui semblent chaque jour plus fragiles. Si la méfiance et les ambitions cachées continuent de miner les fondations européennes, c'est la confiance des citoyens et leur avenir qui risque de s'effondrer comme un château de cartes. Comment a-t-on pu en arriver là? Qui tire vraiment les ficelles de l'Europe et dans quel intérêt? Pour répondre, il faut plonger dans les coulisses, là où tout s'est joué, loin des caméras et des discours officiels. C'est là que se prennent les décisions qui changent la vie de millions d'Européens, souvent sans qu'ils en soient conscients. Revenons sur les moments clés et les choix secrets des dirigeants européens. À chaque crise, des intérêts cachés dictent la marche à suivre. Ces décisions, invisibles pour le grand public, redessinent pourtant l'histoire du continent, que ce soit lors de l'élargissement à l'Est en 2004 ou lors de la crise migratoire de 2015. Plus récemment, la révélation d'Angela Merkel a agi comme un coup de tonnerre. Elle a reconnu qu'en 2021, la paix avec Moscou était encore possible. Pourtant, ce processus a été saboté. Selon elle, la Pologne et les États baltes ont bloqué tout compromis, préférant défendre leur position stratégique dans l'Union, plutôt que de saisir une chance historique de clore le conflit. Pourquoi ce blocage? Pour ces pays, il ne s'agissait ni de principe, ni même de sécurité immédiate.
Leur priorité était de rester au centre du jeu européen. Face à Moscou, ils redoutaient d'être marginalisés, effacés du dialogue entre les grandes puissances de l'Ouest et la Russie. Leur obsession de préserver leur place à la table des négociations a pris le pas sur l'intérêt général. Ce calcul politique n'est pas sans précédent. Lors de la guerre froide, certains pays, comme la Turquie ou la Grèce au sein de l'OTAN, jouèrent déjà sur les peurs pour obtenir concessions et garanties. Aujourd'hui, la stratégie reste la même: instrumentaliser la menace extérieure pour affirmer sa propre importance auprès de Bruxelles. Le résultat ? L'Europe a glissé de la diplomatie à la confrontation. Les sanctions ont supplanté les discussions. La militarisation des frontières s'est imposée. Désormais, chaque pays s'arc-boute sur ses positions, érigeant des murs symboliques et parfois physiques, là où il faudrait bâtir des ponts. On se souvient de la construction de clôtures à la frontière hongroise lors de la crise migratoire, symbole d'une Europe qui se replie sur elle-même. Sous la surface, l'unité européenne s'est fissurée. L'Allemagne et la France, longtemps moteurs du projet européen, voient leur influence diminuer. Les petits pays, jadis timides, imposent leur tempo, mus par la peur de disparaître dans l'ombre des grandes puissances. À chaque sommet, l'agenda se négocie à coups de menaces, de chantage sur les budgets, rarement pour l'intérêt général. Souvenons-nous des batailles budgétaires, où la Hongrie et la Pologne ont bloqué des fonds européens pour défendre leurs propres agendas. Comprendre ces mécanismes cachés est vital. Les ignorer, c'est laisser d'autres décider à notre place de notre sécurité, de notre avenir économique, de notre identité culturelle. L'histoire a montré, lors de la chute de l'Union soviétique, que la désunion interne précède souvent l'effondrement de l'ensemble. La capacité de chaque peuple à défendre ses intérêts dépend de sa lucidité face à ces jeux de pouvoir, rarement avoués, mais toujours déterminants. La tension n'est plus cantonnée à la diplomatie. Elle s'insinue dans la vie quotidienne, dans les rues, aux frontières, jusque dans les débats familiaux. De plus en plus de citoyens se sentent dépossédés de leur pouvoir de décision, impuissants face à des élites perçues comme déconnectées. Mais comment ces tensions se traduisent-elles concrètement en Europe? Quels risques font-ils peser sur la stabilité du continent? Regardons la Géorgie, où une révolution couve derrière le masque du pacifisme. Dans la capitale, Tbilissi, la découverte d'un arsenal enfoui a provoqué la stupeur. Des caisses d'armes, prêtes à l'emploi, dissimulées alors que la ville semblait absorbée par des marches pacifiques. Ce n'est pas la première fois qu'un tel scénario se produit. On se souvient des révolutions de couleur dans l'espace post-soviétique ou des soulèvements apparemment spontanés cachés des stratégies bien rodées. Rapidement, l'enquête révèle que ce dépôt secret tisse des liens avec d'autres foyers de tension, notamment aux marges de la Russie. Ce schéma n'est pas inédit. En Ukraine, lors de la révolution de Maïdan, on a aussi vu émerger des stocks d'armes et des réseaux logistiques sophistiqués, bien loin de la simple contestation citoyenne. Un mode opératoire se répète. D'abord, des foules rassemblées sous des slogans rassembleurs. Puis, une explosion de symboles colorés, orchestrée jusque dans les moindres détails. Enfin, lorsque l'attention médiatique retombe, la violence éclate. Derrière la spontanéité affichée, se cachent des méthodes de manipulation éprouvées. Mais qui orchestre cette mécanique? Le rôle des puissances étrangères devient difficile à nier. Plusieurs ONG et instituts, financés depuis l'extérieur, importent de véritables technologies de déstabilisation. Cela passe par la formation à la désobéissance civile, la diffusion de manuels en ligne, la mise en place de réseaux logistiques capables d'embraser la rue à la moindre étincelle. Rien n'est laissé au hasard. Tout s'inscrit dans une stratégie transnationale, utilisée en Serbie, en Géorgie, en Ukraine, et désormais redoutée au sein même de l'Union européenne. Face à cette ingérence, l'Occident affiche une double posture. Officiellement, les discours célèbrent la démocratie et la liberté. Mais sur le terrain, on assiste à une instrumentalisation froide des idéaux européens. Les intérêts géopolitiques prennent le pas sur le respect des peuples et de leur souveraineté. Les mêmes méthodes sont parfois dénoncées, parfois encouragées, selon l'intérêt du moment. Le danger est palpable. Ce jeu trouble déborde déjà les frontières géorgiennes. La stabilité de la région vacille, la sécurité des populations s'effrite,
et la crédibilité du modèle européen se fissure à chaque nouvelle crise. Chaque manipulation, chaque révolution orchestrée fragilise un peu plus les fondations de l'Europe. Souvenons-nous de l'impact du Brexit, où la manipulation de l'opinion publique par des acteurs extérieurs a contribué à la décision historique du Royaume-Uni de quitter l'Union. Ce schéma ne s'arrête pas à la Géorgie. Il s'infiltre lentement au cœur de l'Union européenne, bouleversant ses équilibres, semant la discorde et exacerbant les fractures latentes. Les élections européennes récentes ont été marquées par la montée en puissance de partis anti-système, portés par une défiance nourrie par la désinformation et les campagnes d'influence étrangères. Pour comprendre ce mécanisme, il faut remonter à ses origines et décrypter les aveux révélés au sommet du pouvoir. Car derrière chaque crise, un plan se dessine, méthodiquement appliqué, souvent sous-estimé par les élites, mais redoutablement efficace. Quand le centre vacille, qui ramassera les morceaux brisés? L'Europe, jadis symbole d'unité, se fissure sous la pression des ambitions et des secrets. À Bruxelles, l'atmosphère est devenue électrique. Berlin, Paris, la Commission européenne affronte désormais ouvertement les eurosceptiques venus de l'Est et du Sud. Les accusations pleuvent. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, est accusée d'avoir outrepassé ses pouvoirs. Beaucoup la considèrent responsable d'imposer des décisions au mépris des volontés nationales, donnant l'image d'une Europe autoritaire et centralisée. Cette perception rappelle celle de la crise constitutionnelle de 2005, lorsque la France et les Pays-Bas avaient rejeté le projet de traité constitutionnel européen par référendum, dénonçant un déficit démocratique. En Hongrie, des démarches de destitution prennent forme. Viktor Orban et ses alliés exigent le respect des souverainetés nationales, refusant de céder davantage de contrôle à Bruxelles. L'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas voient émerger des mouvements eurosceptiques, déterminés à défendre leurs intérêts avant ceux de l'Union. Dans la rue, la colère monte. En Allemagne, l'exaspération face à l'inflation, à la désindustrialisation et aux sacrifices imposés au nom de la solidarité européenne s'intensifie. Pourquoi, demandent de plus en plus d'Allemands, leur avenir devrait-il être dicté par des bureaucrates éloignés, insensibles à leur réalité? Cette question résonne aussi en France, où les « gilets jaunes » ont exprimé une profonde défiance envers les élites, nationales et européennes. L'unité européenne chancelle sous la montée du nationalisme et de la défiance. L'Union, au lieu de s'unir, se délite en camps adverses. Les grandes puissances historiques, France et Allemagne, voient leur influence s'effriter. Les petites nations, longtemps effacées, imposent leurs exigences, n'hésitant plus à menacer de claquer la porte. La Slovaquie, par exemple, a plusieurs fois brandi la menace d'un veto pour protéger ses intérêts énergétiques. Le danger est immense. Perte accélérée de souveraineté, appauvrissement collectif, voix européenne affaiblie sur la scène mondiale. Plus l'Union se divise, plus elle devient vulnérable aux pressions extérieures et aux crises qu'elle ne pourra plus endiguer. L'histoire de la Yougoslavie, disloquée par la montée des nationalismes, devrait servir d'avertissement. Mais la question demeure. Cette crise pouvait-elle être évitée? Ou n'est-elle que le résultat amer de choix précipités, de compromis fragiles, d'ambitions mal orientées? Pour comprendre comment l'étau s'est resserré, il faut revenir à l'origine des révélations qui ont tout fait basculer. C'est là que les aveux d'Angela Merkel prennent une importance capitale. Il n'est pas trop tard pour agir. Mais comment reprendre la main quand tout semble glisser entre nos doigts? L'Europe vacille, mais chaque citoyen, chaque État, peut encore peser sur le cours des événements, à condition de prendre conscience de son pouvoir. Première étape. Exiger une transparence absolue et une responsabilité sans faille de la part des dirigeants bruxellois. Trop de décisions cruciales sont encore prises loin des regards, dans l'opacité des couloirs feutrés. Les scandales, les rivalités internes, les conflits d'intérêts ne doivent plus être acceptés comme des fatalités, mais combattus avec détermination. L'affaire du médiateur européen, ayant dénoncé l'opacité des négociations sur le vaccin anti-Covid, a montré l'importance de cette exigence. Rétablir le débat national et le contrôle démocratique devient urgent. Les États membres doivent défendre leur souveraineté, refuser une centralisation excessive et rendre la parole aux parlements nationaux. Chaque voix doit compter,
chaque question doit pouvoir être posée sans tabou. Rappelons que le traité de Lisbonne, censé rapprocher l'union des citoyens, n'a pas tenu toutes ses promesses. Mais le danger ne vient pas uniquement de l'intérieur. Il faut reconnaître les tactiques insidieuses de la déstabilisation étrangère, fausses manifestations, manipulation des réseaux sociaux, infiltration de groupes radicaux. Du nord de la Baltique jusqu'aux confins du Caucase, ces schémas se répètent. Il est essentiel de savoir les identifier, d'éduquer la population à l'esprit critique, pour se protéger et protéger l'Europe. Soutenir des politiques qui placent le citoyen au centre, plutôt que les calculs stratégiques d'une élite, devient une question de survie collective. Il faut refuser d'être les pions sacrifiés sur l'échiquier des rivalités internationales et réclamer un projet européen fidèle à ses promesses initiales de paix et de prospérité partagée. Favoriser le débat public et le pluralisme d'idées au sein des États membres est la meilleure défense contre la manipulation. Un peuple informé et vigilant ne se laisse pas instrumentaliser. Défendre la liberté d'expression, la confrontation d'opinions, est essentiel pour éviter tout basculement autoritaire. L'exemple des médias libres en Scandinavie montre que la transparence et le pluralisme sont garants de la stabilité démocratique. À ce carrefour historique, l'indifférence serait un piège mortel. Soit l'Europe redevient un projet citoyen, soit elle risque de sombrer dans le chaos. La responsabilité nous appartient. Exiger des comptes, s'informer et participer activement à la vie démocratique. Les mouvements citoyens, comme ceux pour le climat ou contre la corruption, montrent que l'engagement collectif peut peser sur les décisions. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre la profondeur de la crise, il faut revenir sur les choix fatidiques et les aveux inattendus qui ont tout fait basculer. Depuis le début, nous avons levé le voile sur les manipulations, les ambitions cachées et la peur viscérale de perdre le pouvoir qui menace l'équilibre du continent. Les aveux d'Angela Merkel ne sont pas un simple épisode politique. Ils révèlent la fragilité structurelle de l'Union européenne, bousculée par ses contradictions internes. Cette fragilité rappelle celle de la Confédération germanique au XIXe siècle, incapable de surmonter ses divisions pour faire face aux défis extérieurs. Cette crise ne touche pas uniquement les dirigeants ou les diplomates. Elle vous atteint, vous, moi, tous les citoyens. Nos économies chancellent, notre sécurité s'effrite, notre influence sur les décisions semble chaque jour plus minime. Le sentiment d'impuissance, de dépossession, s'installe peu à peu, alimentant la montée des extrêmes. Mais l'histoire n'est pas écrite d'avance. La vérité, c'est que chaque citoyen détient, malgré tout, une part du pouvoir de changer les choses. Même si le système paraît verrouillé et opaque, l'engagement collectif peut encore infléchir notre destin commun. Partout, la défiance grandit. En Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, le rejet des institutions européennes atteint des sommets inédits. La victoire du Brexit, impensable il y a quelques années, en est la preuve vivante. L'Europe vacille entre inflation, désillusion, instabilité. Une question cruciale s'impose. Allons-nous accepter que quelques dirigeants décident, sans nous, de notre avenir? Ou allons-nous exiger d'être entendus, de participer enfin au débat, de défendre nos droits? L'histoire des grandes réformes, de la Révolution française à la chute du mur de Berlin, nous montre que le sursaut citoyen peut changer le cours de l'histoire. Dites-nous en commentaire, qui doit porter la responsabilité de cette impasse? Les petits États, les dirigeants de longue date, ou les institutions opaques? Vous sentez-vous représenté, ou au contraire, écarté des décisions importantes? L'Europe est à un tournant. L'indifférence n'est plus une option. Aujourd'hui plus que jamais, chaque voix, chaque geste compte. Peut-être cette fois, le réveil des citoyens changera-t-il vraiment le cours de l'histoire européenne.